En attendant le tirage du 19 octobre prochain dans la capitale gabonaise, chaque équipe qualifiée pour la phase finale de la CAN Gabon 2017 peut imaginer qui pourrait être ses potentiels adversaires en match de poule. Les chapeaux sont connus et le Burkina est logé dans le pot 1. On en reparle avec notre confrère Jérémy Nion de Sidoya Sport, du tennis sur le court, du tennis sur la table. Pongistes et tennismen ont désigné leur champion ce week-end. Ousseini Tapsoba à la table, Sibri Niampa sur le coup ont dominé leurs adversaires dans les confrontations finales. Le tatami également à l'honneur et là on parle de judo où la fédération connaît depuis hier ses meilleurs judokas. Du côté de Bamako, les étalons juniors handball ont tenu la dragée haute au lionceau de l'Atlas marocain alors que Ouagadougou s'active à abriter la CAN 2016 de Maracana à partir du 17 septembre. Nous parlerons de tout cela avec nos invités sur ce plateau. Alain Franck Paré, le président de la Fédération burkinabé de handball, et Jérémy Nion, président du comité d'organisation de la CAN Maracana. Assalamu alaikum. Bonne fête de l'Aïd El-Kébi à tous les fidèles musulmans. Amis sportifs, bonsoir et merci d'être connectés sur la RTB pour l'actualité sportive. Samedi, plus d'une centaine de tennismen et tenniswomen venus de Koudougou, de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou ont animé leurs championnats nationaux dans la discipline dans plusieurs catégories. Des compétitions qui sont déroulées sur le cours du stade du 4 août de Ouagadougou en présence d'éminentes personnalités qui n'ont pas échappé à la caméra de Nongba Kouda. Nous ne sommes pas sur un terrain diplomatique, encore moins sur un terrain politique. Mais ils ont tenu à être présents sur le cours du stade du 4 août. Le ministre Maurice Bonané de l'Habitat et le coup d'envoi de la ministre Laure Zongo de la promotion de la femme et de l'ambassadeur des États-Unis Tulinabo Mouchengi témoignent ainsi leur soutien au monde tennistique burkinabé. Le soutien à la fédération se traduira de plusieurs manières. C'est d'abord d'être toujours présente car c'est nécessaire auprès de ses enfants et de l'école, des différentes écoles de tennis du Burkina Faso, parce que c'est en les accompagnant qu'on peut assurer une relève au Burkina Faso. Et l'appui peut se traduire de plusieurs manières, soit par un appui financier, soit par un appui en matériel. C'est sous leur regard que Noureddine Nakoulma en short blanc affronte Laël Ouedraogo en finale cadet. Laël donne de la puissance à ses coups de raquette, pousse Noureddine à jouer au filet et plie la partie 7-0. Mon adversaire, son jeu c'était de frapper les balles et de placer. Pour moi c'était seulement de mettre dans le terrain en plaçant aussi. Dans le but de le pousser à mettre les balles au filet ou soit au dehors. C'était ça seulement ma technique. Je m'entraîne chaque fois, 4 fois par semaine, tous les soirs. Pour son titre de champion national cadet, Laël Ouedraogo remporte une enveloppe, un vélo et 4 boîtes de balles. La seconde opposition servie aux invités de la soirée mettait aux prises Sibri Niampa à l'ancien champion junior et néo-senior Augustin Yameogo de Koudougou. Dans ce duel entre le vieux routier et la jeune pousse, c'est l'expérience qui va faire la différence. Sibri ne laisse aucune chance à son jeune adversaire qu'il étrie 7-0. Le champion national senior 2016 gagne 10 boîtes de balles et la somme de 150 000 francs contre 100 000 francs et 8 boîtes de balles pour le jeune Augustin Yameogo. Il a battu tous ses coéquipiers et se retrouve au niveau senior. Un bon junior qui compétit en senior est toujours mieux qu'un senior qui ne compétit pas. Yves Christian Zongo fait allusion aux seniors qui ont décidé de boycotter le championnat. On ne peut pas forcer des gens à compétir et c'est malheureusement le problème de notre tennis. Vous voyez des joueurs qui ne peuvent pas compétir parce qu'il manque de compétition. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de leur offrir des compétitions, vous trouvez, soit pour le montant des primes, soit pour une raison ou pour une autre, des gens qui ne veulent pas compétir. Vous avez vu, le championnat s'est bien déroulé dans toutes les catégories. Et pour ce dernier mandat, là même, je pense que nous avons exceptionnellement rehaussé les prix. Et quand les prix ont été connus par ceux-là qui boycottaient, je pense qu'il y a un réel regret à leur niveau.
Les compétitions ont concerné aussi les catégories juniors, mais aussi minimes. Tous les meilleurs tennismen et tenniswomen de la saison qui s'achève ont reçu des prix en nature et en espèces. C'était les derniers championnats que Yves Christian Zongo organise en tant que président de la Fédération burkinabé de tennis, porté à la tête de la fédération en 2004. Yves Christian Zongo a effectué 3 mandats de 4 ans, dont le dernier arrive à échéance en fin 2016. L'homme n'entend pas rebelloter. Il fait donc une partie du bilan de 12 ans d'activité au micro de Nongba Kouda. Je vais passer la main et je me réjouis de ce que j'ai pu faire durant les 12 ans. C'est peut-être pas parfait parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais durant ces 12 ans, je pense modestement avoir contribué à faire avancer le tennis burkinabé, que ce soit sur le plan des infrastructures, que ce soit sur le plan du matériel. Je pense que j'ai porté un grand coup et la preuve, ma plus grande satisfaction, c'est ce terrain de tennis qui était un véritable dépotoir que nous avons réussi à mettre en service il y a de cela plus de 5 ans. Donc c'est réellement une satisfaction pour nous. Et je dirais aussi que les relations que nous avons pu tisser au niveau africain comme au niveau de la Fédération internationale de tennis sont aussi des motifs de satisfaction. Nous avons aussi développé la structure au niveau de Koudougou, surtout. Pourquoi Koudougou? Parce que nous avons un moniteur qui, avec un seul cours de tennis, a fait des merveilles. Ça fait depuis plus de 8 ans qu'il organise régulièrement des compétitions qui ont d'abord pris une allure locale et puis ensuite qui commencent à être plus ou moins régionales et puis internationales. Donc nous avons pu réussir à développer le tennis à ce niveau. Notre insatisfaction, c'est par rapport au niveau senior, j'allais dire. Vous savez, c'est pas toujours facile de pouvoir mener à bien tous les comportements de la discipline. Et au niveau senior, nous avons un relâchement qui n'est pas une satisfaction pour nous. Nous allons travailler à faire en sorte que la relève que nous sommes en train de préparer là puisse donc remonter assez rapidement. Les étalons juniors handball sont à Bamako, au Mali, où ils participent au championnat d'Afrique de leur catégorie. Et pour leur première sortie, hier, ils ont contraint le Maroc au match nul de 30 buts partout. Pour parler de la compétition et des étalons juniors, je reçois M. Alain-Franck Paré. Bonsoir. Bonsoir, c'est un événement. Vous êtes le président de la Fédération burkinabé de handball. Burkina Faso, Maroc, 30 partout. Est-ce un bon départ dans la compétition pour les étalons juniors? Merci bien, M. Tenebego. Je me réjouis justement de cette invitation sur votre plateau. Et en effet, l'équipe nationale junior handball est à Bamako depuis quelques jours pour participer donc à la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie junior. Et notre équipe nationale était donc sur les plateaux le vendredi et donc elle s'est opposée donc à l'équipe nationale donc du Maroc et donc c'est avec vraiment joie que nous avons donc appris le score et un score nul donc de 30 buts partout et je crois bien que c'est un bon départ pour l'équipe nationale. Alors, est-ce que vous avez pu avoir une idée de la prestation que les enfants ont livrée? Effectivement, du rapport qui nous a été fait, et effectivement, c'est bien mentionné que l'équipe nationale a été héroïque. Pour quelqu'un, effectivement, qui suit un peu les activités handballistiques au plan international, le Maroc est classé parmi donc les meilleures nations du handball africain. C'est dire que notre équipe qui participe donc pour une deuxième fois, certes, a eu en tout cas face à elle les meilleurs prestataires africains. Et si nous en tirons avec un match nul, c'est dire qu'ils se sont bien débrouillés. Disons par ailleurs que notre équipe a mené le jeu du début jusqu'à la fin. Et je crois que c'est l'inexpérience des jeunes burkinabés qui a fait qu'ils ont concédé ce match nul parce que jusqu'à la dernière seconde, on menait d'1 point. Malheureusement, un penalty est venu donc gâcher la fête des Burkinabés. Mais ça n'entrave en rien justement notre plaisir justement d'avoir donc justement soutenu cette jeune équipe à participer donc à cette compétition.
Alors, Aïd El Kébi oblige, aujourd'hui c'est la trêve, demain les talents sortent à nouveau contre un autre pays maghrébin. Effectivement, et dès demain la compétition reprend avec un match très important pour nous. L'équipe nationale sera opposée donc à la Tunisie, l'équipe nationale de Tunisie. Et donc avec ce match nul que nous avons eu contre le Maroc, il nous faut forcément cette victoire pour en tout cas nous relancer dans la danse, parce qu'avec les autres matchs qui se sont passés, l'équipe burkinabé en tout cas a des chances en tout cas d'arriver donc très loin dans cette compétition. Alors après la Tunisie, quelles sont les autres oppositions du Burkina? Après la Tunisie, donc, nous serons opposés à l'Égypte. L'Égypte aussi qui est un très gros morceau. Finalement, ce ne sont que des pays maghrébins. Effectivement, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a 4 pays maghrébins et 2 pays donc, de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina. C'est-à-dire que nous sommes face effectivement aux meilleures équipes africaines. Et c'est l'occasion pour moi vraiment de remercier le ministère des Sports qui, en tout cas, nous a donné les moyens de participer à cette coupe. Et je crois qu'avec les résultats que nous avons déjà, c'est très encourageant pour la suite. Alors, on vous a donné les moyens de participer à ce tournoi, mais la semaine dernière, on voyait déjà un peu les préparations des garçons. Il y avait quand même pas mal de difficultés. Oui, bon, on ne va pas revenir sur toutes ces difficultés. Moi, je dis, nous avons eu cette chance de participer à cette compétition, à la Coupe d'Afrique. C'est quand même une Coupe d'Afrique. Et je crois que nous avons saisi cette occasion pour démontrer vraiment aux plus sceptiques du ministère des Sports qu'il faut compter avec d'autres disciplines, comme le handball, pour amener des victoires à ce pays-là. Vous savez, nous sommes un sport, comme bien d'autres sports de main et d'autres, de combat, etc., qui n'avons pas vraiment les moyens. Disons, nous sommes sans moyens. Alors, si le ministère des Sports a pu nous envoyer donc à Bamako pour la Coupe d'Afrique, c'est déjà un plus. Et on va, en tout cas, avec cette chance que nous avons eue, ramener quelque chose au pays par la grâce de Dieu. Mais j'espère que vous avez envoyé le mouton pour la fête aujourd'hui. Sûr. Nous leur avons fait parvenir donc le nécessaire pour qu'ils puissent fêter donc la fête de la Tabaski en famille. Alors, on revient un peu à la préparation. Ils ont passé tout le temps au palais des sports. Pourquoi ce choix-là? Voyez-vous, comme je disais, les moyens faisant défaut. Nous n'avons pas les moyens pour aller les mettre dans un hôtel pour la préparation. Nous n'avons pas les moyens de leur donner les meilleures conditions de préparation. Mais ils auraient pu aller par exemple au Comète, non? Ils auraient pu aller au Comète. Le Comète aussi a ses exigences. Alors, nous avons trouvé la meilleure façon, la plus simple de nous préparer. Les enfants ont accepté de travailler avec les moyens de bord. Nous sommes allés loger au Palais des Sports de Ouara 2000. Encore merci à la direction du Palais des Sports de Ouara 2000. Ça nous a permis donc d'avoir un dortoir à côté, le terrain immédiatement à côté. Ça nous a permis de travailler. Je crois qu'aujourd'hui, vu les résultats déjà qu'ils ont produits, c'est dire que nous n'avons pas de raison, en tout cas, de nous sentir mal aimés, bien au contraire. Nous avons fait une préparation, nous sommes en compétition, seul le résultat compte aujourd'hui et nous sommes bien partis. Alors, Président, au dernier Challenge Trophy, les garçons ont terminé 5e sur 6, les filles étaient finalistes et demi-finalistes, je veux dire. Et quel commentaire vous en faites? Voyez-vous, nous sommes effectivement allés pour cette compétition IHF Trophy qui s'est déroulée donc à Lomé le mois passé. Et effectivement, à cette compétition, pour nous, c'était une compétition pour mettre en jambe l'équipe garçon. D'accord? Dieu merci, au niveau donc des juniors filles, elles sont revenues avec la médaille de bronze, d'argent. Effectivement, elles étaient finalistes, donc elles sont revenues avec la médaille d'argent. C'est dire que du côté des dames, le handball en tout cas se porte très bien dans la sous-région. Les garçons, effectivement, c'est la même équipe qui est actuellement donc à Bamako. Les garçons donc effectivement se sont mesurés à d'autres équipes et ont eu la 5e place. Comme je dis, pour nous, c'était un entraînement. On est revenu à Ouagadougou, nous avons travaillé avec ces jeunes garçons et nous sommes repartis maintenant pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le premier match s'est très bien passé. Nous sommes donc sortis égalité avec le Maroc, comme je dis et je le répète, qui est une très grande nation de handball. Pour nous, avoir titillé cette grande nation de handball, c'est encore un élément positif pour notre fédération, pour le handball burkinabé.
Mais, Président, dites-nous un peu, on voit que le Burkina organise régulièrement ses championnats nationaux de handball et respecte également les normes internationales. Mais comment vous pouvez expliquer le fait que le Burkina, finalement, n'arrive pas à s'imposer sur le plan international en matière de compétition? Je vais peut-être trahir un secret. Voyez-vous, c'est peut-être nous qui pensons que nous n'arrivons pas à nous imposer. J'en veux pour preuve les résultats que nous avons eus de 2013 à 2015. En 2015, nous étions aux Jeux africains. Nous avons été champions de notre zone. Nous avons été qualifiés pour les Jeux africains. C'est une première pour le Burkina Faso. En 2015, nous avons aussi représenté toute la zone. Et les filles avaient pêché par jeunesse. Par jeunesse, voilà. Nous sommes allés rencontrer des filles, des équipes d'Angola, des équipes donc d'Égypte, etc. Où ce ne sont que des professionnels qui jouaient. Voyez-vous, c'est une anecdote, je me rappelle à Brazzaville, une radio internationale justement qui a appris que sur l'équipe burkinabé, il n'y avait pas de professionnels. Ils n'ont pas cru. Ils m'ont recherché, ils m'ont trouvé sur le terrain d'entraînement et ils m'ont reposé la question. Et je leur ai dit en direct, dans mon équipe, il n'y a aucune professionnelle. Ils étaient ébahis, je vous assure. Même le Mali à côté, nos voisins, elles étaient toutes des professionnels. Tous les pays qui étaient là, c'était des professionnels. Seule l'équipe du Burkina n'était pas professionnelle. Et les filles n'ont pas été ridicules. Nous avons réussi à démontrer à la face du monde entier, et de l'Afrique en particulier, qu'il faut compter dorénavant avec le handball burkinabé. Donc, c'est dire que à l'extérieur, dans la zone 3, nous sommes les leaders. Aujourd'hui, avant, on parlait de handball dans la zone avec le Nigeria, avec la Côte d'Ivoire et le Bénin. Aujourd'hui, on commence par parler du Burkina Faso et puis maintenant on passe aux autres. C'est-à-dire que dans la zone, nous n'avons pas à rougir, nous sommes leaders au niveau des dames. Maintenant, nous essayons petit à petit de faire monter les jeunes garçons pour que d'ici l'année prochaine, nous puissions avoir une équipe senior compétitive. Mais en attendant, l'année prochaine, déjà mi-octobre, il y a le Burkina abrite les championnats d'Afrique des clubs. Voilà, des clubs champions. Et comment vous préparez l'événement? C'est justement pour dire qu'au plan international, on nous regarde et on nous suit. Effectivement, le Burkina a été donc retenu pour abriter donc le 38e championnat d'Afrique des clubs champions. C'est une première. C'est vraiment un honneur fait au Burkina Faso. Et je me rappelle quand le président de la Confédération africaine nous a contactés pour nous donner les résultats, parce que nous étions en lice avec d'autres pays, et pas des moindres, d'accord, qui ont beaucoup plus de moyens que nous, qui ont beaucoup plus d'infrastructures que nous. Et pour nous dire que nous avons été retenus, c'était une grande fierté. Et vous voyez, on a été retenus parce que, je me rappelle, la correspondance qui nous a envoyée, au vu des résultats significatifs engagés par votre fédération depuis quelques années. C'est dire qu'on nous suit, on nous regarde et on sait qu'on travaille. Effectivement, donc, nous abritons à Ouagadougou le 38e championnat d'Afrique des clubs champions en hommes et en dames, du 20 au 30 octobre donc, 2016. Nous attendons donc 16 pays africains. Toutes les meilleures nations du handball seront présentes à Ouagadougou. Et dites-nous comment ça va se dérouler. Alors, tous les matchs se joueront au Palais des Sports de Ouaga 2000. Effectivement, c'est notre seule salle couverte. Donc, les normes internationales nous obligent effectivement de jouer sur une salle couverte avec, bien sûr, les commodités nécessaires. Donc, tous les matchs se joueront là-bas, du matin au soir. D'accord ? Et donc, il y a des terrains d'entraînement qui ont été donc, effectivement déjà identifiés et où donc les équipes pourront se préparer pour venir jouer. Nous avons 2 équipes burkinabè qui vont effectivement prendre part à ces compétitions. Effectivement, ce sont les 2 champions, les équipes championnes donc, nationales qui prendront part à ces compétitions. Actuellement, nous nous activons pour la préparation et tout se passe bien jusqu'à présent. Et nous sommes en tout cas fin prêts d'ici là pour recevoir donc à Ouagadougou 16 pays africains. Mais donnez-nous déjà quelques précisions, quelques détails sur les préparations. Sur les préparations, écoutez, je puis vous dire qu'avec nos partenaires et bien sûr et sous la locomotive bien sûr du ministère des Sports et des Loisirs, nous sommes aujourd'hui à un mois donc un mois et demi presque de cette compétition. Et côté hébergement,
et je crois que tout est fin bouclé. Côté restauration, effectivement. Transport, nous sommes là-dessus. C'est dire que l'organisation, en tout cas, poursuit son cours et nous sommes persuadés d'être au rendez-vous du 20 octobre au Palais des Sports de Ouagadougou. Merci, monsieur Alain Franck Paré. Je rappelle que vous êtes Patrick Paré. Merci, Patrick Paré. Vous êtes le président de la Fédération burkinabé de handball et on va souhaiter bon vent à nos étalons du côté de Bamako. Voilà donc les étalons qui sont en compétition à Bamako et qui ont réussi à tenir la dragée haute à l'équipe du Maroc et qui affrontent la Tunisie demain. Vous restez avec nous pour la suite de ce magazine. 70 pongistes de Kaya, de Tenkodogo, de Bodjulasso, de Waïguia et de Ouagadougou ont participé le week-end écoulé au championnat de tennis de table au gymnase de l'Institut des sciences du sport et du développement humain ISSDH, ex-INGEPS. La compétition a consacré Ousseni Tapsoba, champion national 2016. Plus de précisions avec Jean-Eudes Bayale et Bangba David Kafando. La Fédération burkinabé de tennis de table fait dans la relève. Les petites catégories de la discipline étaient à l'honneur à l'occasion de la finale du championnat national saison 2015-2016. Et dans les années 2004, on a commencé par mettre l'accent à travers un projet qu'on a mis au niveau des écoles primaires. Et ces gens-là, ce sont ces enfants-là que vous voyez actuellement qui jouent les juniors. Et se disant que comme la progression est naturelle, qu'on le veuille ou pas, ces juniors deviendront seniors, et les cadets deviendront juniors, et les minimes deviendront cadets. Et au fur et à mesure que les choses se passeront, et si on travaille à la base, je pense qu'on va avoir beaucoup de joueurs. Et c'est dans cette dynamique-là que la fédération s'est inscrite. La finale chez les juniors a opposé Ousseni Tapsoba, maillot orange, à Judikaël Bakala. Deux pongistes pétris d'expérience et de talent. Ousseni Tapsoba, médaille de bronze au tournoi ouest-africain de tennis de table d'Abidjan du 15 au 22 juillet dernier, arrache le premier set avec autorité sur le score de 11-4. Judikaël Bakala se réveille au deuxième set, mène par 11-5 et égalise à 1 set partout. Ousseni Tapsoba, plus technique, remporte le troisième set et mène par 2-1, puis 3-1 au quatrième set. Judikaël Bakala se ressaisit au cinquième set pour refaire son retard. Il domine son adversaire sur la note de 11-8 et revient à 3-2. Au sixième set, les deux protagonistes maintiennent le suspense et se tiennent au coude à coude au marquoir. Ousseni Tapsoba remporte la dernière manche par 11-9. Une finale remportée par 4-2. Ousseni Tapsoba est sacré champion de tennis de table saison 2015-2016. A noter entre autres la victoire de Dera Maïmouna chez les cadettes et d'Abdul Razak Dera chez les cadets. Sherifa Sawadogo et Serik Tendebego sont sacrés chez les minimes. Je tiens à noter que le championnat s'est passé dans de bonnes conditions. Les enfants se sont bien comportés et je leur donne rendez-vous pour des aventures à venir. Et je pense qu'à ces aventures, vous serez là et vous aurez peut-être cette pêche-là pour mieux apprécier leur niveau. L'année dernière, j'ai été vice-champion, juste par quelques erreurs. J'ai eu à corriger ces erreurs-là et je remercie encore le coach qui m'a donné ses conseils pour pouvoir corriger mes erreurs. Et je suis encore très heureux d'être champion de cette saison. Chez les juniors, Rasmane Sawadogo, troisième, reçoit la somme de 10 000 francs CFA. Judikaël Bakala, finaliste, empoche la somme de 25 000 francs CFA. Ousseni Tapsoba, champion de la saison, en plus du trophée, gagne 35 000 francs CFA. Bon courage donc à nos pongistes. Le Burkina Faso abrite du 17 au 19 septembre prochain la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Le comité d'organisation a donc amorcé la dernière ligne droite des préparatifs. Pour en parler, je reçois M. Jérémy Nion, qui est le président du COCAN. Bonsoir, M. Nion. Bonsoir. Alors, c'est dans moins de 5 jours.
On a J-5, quel est l'état des préparations de la CAN Maracana? À jour J-5, comme vous l'avez dit, on n'a plus le droit de parler d'hésitation dans les préparatifs. Évidemment, le site est connu, c'est le Palais des Sports. Les équipes qui doivent arriver, on a déjà le calendrier des équipes. Certaines même veulent venir beaucoup plus tôt, en début de semaine, pour s'acclimater. Et voilà, on aura, comme vous le savez, 7 pays qui arrivent, avec chacun 2 équipes, une en senior et une en vétéran. Et donc, au bas mot, nous attendons environ 350 personnes. Nous avions, entre autres participants, il y a le Togo, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina, il y a le Cameroun, il y a les îles Comores, il y a le Gabon. Et voilà donc la crème, en tout cas, de ce qui constitue le Maracana en Afrique, qui s'annonce, qui a pris rendez-vous à Ouagadougou pour le 17 et le 18. Mais avant, on aurait bien entendu la formation des arbitres qui commence à partir du 16. C'est un stage qui regroupe une vingtaine d'arbitres et de commissaires. Et c'est dans ce lot-là qu'on va désigner les meilleurs qui vont officier pendant la compétition. Il y a également l'AG, l'Assemblée générale de la FIMA, la structure, la fêtière internationale du Maracana, qui va venir en tout cas repencher un peu ses objectifs, reprendre de nouvelles initiatives pour évidemment arriver en tout cas à booster le Maracana et à faire de lui une discipline imposée en Afrique. Alors, quand on regarde un peu Assemblée générale, formation des arbitres, compétition à proprement parler, avec plus de 300 personnes attendues à Ouagadougou, cela fait un budget important à mobiliser, j'imagine. Oui, évidemment, le budget est assez énorme parce que, bon, évidemment, toutes ces personnes doivent être logées, elles doivent être nourries, elles doivent être déplacées en interne, la compétition doit les regrouper et ça fait beaucoup d'argent. Nous avons un budget prévisionnel d'environ 73 millions. Malheureusement, entre ce qui est prévu et ce qui doit être mobilisé, souvent il y a une grosse différence. En plus, la situation actuelle est telle qu'elle n'est pas très favorable à la mobilisation des fonds pour ce genre d'activité. Quand on regarde la FEBUMADA qui vient d'être portée sur les fonds baptismaux il y a quelques mois déjà, est-ce qu'elle a les moyens de pouvoir réussir, en tout cas boucler le budget pour la compétition? Voilà, c'est également un gros handicap l'organisation de cette compétition. La FIMA, la Fédération internationale de Maracana et disciplines associées, a voulu donner cette compétition au Burkina pour permettre à son Maracana de prendre son envol. En fait, c'est un peu un pari très osé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de fédération. La fédération a été mise en place tout récemment. Elle est présidée par Éric Barbosa. Et justement, cette fédération, à peine mise en place, elle a un gros défi comme celui-là, accueillir tous les Maracaniers de l'Afrique au Burkina. Évidemment, les gens ne se doutent pas, ils n'ont pas de doute quant à la capacité organisationnelle du Burkina, parce que nous sommes un pays réputé bon élève en matière d'organisation des compétitions internationales. Maintenant, le grand défi était de pouvoir effectivement trouver les moyens où ils se trouvent pour faire face aux besoins, parce que les besoins sont immenses. Je vous parlais d'un budget tantôt de 75 millions. Au jour d'aujourd'hui, c'est la mer à boire. Et je vous assure que nous n'avons même pas encore un tiers du budget, mais nous sommes sereins, comme le disent les gens. Parce que, bon, alors, votre sérénité repose sur quoi? Notre sérénité repose justement sur des appels que nous lançons à travers un plateau comme le vôtre, évidemment, et que nous lançons un cri de cœur. Et notre sérénité aussi tient du fait que les premières autorités du pays accompagnent cette compétition, ont compris le bien fondé, ont compris que le Maracana est une discipline qui envahit le Burkina, mais qui envahit un peu l'Afrique parce que c'est une discipline très populaire. On la pratique partout dans les quartiers, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment offrir à la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Et nous avons le Moro Naba, qui est notre parrain, qui a vraiment mouillé le maillot, en train de mouiller le maillot pour nous permettre d'avancer, d'avoir des acquis en termes de mobilisation des fonds. Et nous avons également le ministère des Sports qui nous accompagne. C'est de l'image du Burkina dont il s'agit. C'est de l'image du Burkina et c'est ça son leitmotiv, lui-même, Sa Majesté, je vais dire. N'hésite pas à le dire que c'est le Burkina, c'est l'image que le Burkina va refléter au dehors, qui est ici engagé. Ce n'est pas qu'une fédération, ce n'est pas un débat interne. Donc il faut que nous nous mobilisions
pour sauver ce qui peut l'être, parce qu'effectivement, les gens viennent et ils vont repartir avec une image. Ce n'est pas moins de 350 personnes, je le disais, qui arrivent, et ces personnes repartiront avec une image, et cette image doit être la meilleure. Alors, vous avez parlé tantôt de catégorie vétéran, catégorie vétéran et senior. Senior, voilà, senior vétéran. et vétéran. Et comment ça va se passer concrètement? Alors, le Maracanã, c'est une discipline qui adore la continuité dans le spectacle. Quand vous ouvrez les compétitions, elles ne s'arrêtent pas. Elles ne s'arrêtent que pour les gens, pour permettre aux sportifs d'aller se reposer la nuit. Et le lendemain matin, on reprend les compétitions. Et en 2 jours, les matchs qui sont alignés les uns après les autres, en 2 jours, on découvre le champion d'Afrique. Voilà la particularité. Alors donc, chaque pays vient avec 2 équipes, une équipe senior, une équipe vétéran, et on fait le tirage au sort et ces équipes s'affrontent dans des poules, 2 poules différentes, et après on a les demi-finales, après on a la finale, et le tour est joué. À chaque catégorie, c'est comme ça que ça se passe. Alors donc, vous comprenez que ce serait une activité, ou en tout cas un rendez-vous très animé, très dense, parce que bon, il y aura toujours permanemment du spectacle, et compte tenu du fait que les Maracaniers sont souvent des anciens internationaux, des anciens joueurs reconvertis pour la plupart, c'est toujours le lieu de voir du beau spectacle. Alors, voir du beau spectacle, cela suscite, vous invitez en même temps les populations à se déplacer pour voir ces matchs. Alors, comment ça se passe? Oui, non, dans le souci effectivement d'avoir une meilleure adhésion, nous avions prévu que l'entrée soit libre. C'est au Palais des Sports, c'est assez confortable. C'est vrai que c'est excentré, mais dû au fait que le spectacle est garanti et vu les conditions d'accueil, nous pensons que les populations seront là. Nous avions déjà approché l'UNCE pour avoir leur adhésion. Nous avons approché également des écoles de football pour essayer de systémer la pratique, la graine de la pratique du Maracanã au niveau de la base. Et nous pensons que tout ça, ça doit donner un peu de la mobilisation, en tout cas, autour de l'activité. Donc finalement, le seul effort qu'il faut déployer, c'est se déplacer. Oui, le seul effort, c'est vraiment se déplacer. Et dès que vous arrivez, vous êtes pris en charge en termes d'accueil par un protocole qui est là et pour vous permettre de bien vous installer et puis suivre la compétition de façon la plus agréable. Alors, parlons donc de nos étalons vétérans et seniors maracaniens. Alors, comment ils se préparent? Ils se préparent très bien. Ça fait pratiquement 3 semaines qu'ils sont tous les soirs en train de se préparer. Ils ont une place à défendre, hein? Oui, ils ont une place à défendre parce qu'ils étaient vice-champions au Togo en catégorie senior. Et le fait que la compétition se déroule chez nous, nous avons le devoir, en tout cas, de faire amende honorable en rapportant ne serait-ce qu'un trophée dans l'une des 2 compétitions. Donc c'est un défi qui n'est pas facile à relever. Nous avions évidemment regroupé ce qui pouvait l'être de meilleur, parce que la particularité cette fois-ci, c'est que nous avons pu, à travers le championnat national qui a été organisé, repérer tous ceux qui sont d'excellents joueurs, en tout cas pour faire une sélection, et c'est eux qui ont été regroupés et qui se sont placés sous la coupe du coach Baro Mokhtar et Zerbo Krol, qui en tout cas sont en train de faire du bon travail. Je les ai vus la dernière fois. Physiquement, c'est une équipe, c'est des anciens joueurs qui avaient perdu beaucoup de leur aisance physique, mais on a senti que beaucoup sont en train de renaître. Et ces genres de joueurs, on ne les apprend plus à jouer au ballon, mais on les apprend à avoir de la forme physique et à retrouver les sensations. Et ce qui est en train de se faire, donc les espoirs sont permis. Mais est-ce que finalement les difficultés budgétaires que vous connaissez n'ont pas un peu entamé la préparation des étalons? Bien évidemment, parce que nous aurions voulu les mettre au vert. C'est ça qui se passe dans plusieurs cas. Quand vous voulez bien maîtriser un groupe, il faut qu'il soit ouvert. Là, tout est mesuré, tout est contrôlé. Malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas pu les mettre au vert parce que tout simplement les moyens financiers manquent. Et quand vous avez des étrangers qui arrivent comme ça, le souci, c'est vraiment montrer aux étrangers un meilleur visage. On se prive enfin d'un certain nombre de mesures, d'un certain nombre d'aisance, et pour permettre aux étrangers d'avoir un minimum, parce que c'est plus important. Donc, nous avons dû escamoter un tant soit peu la préparation des étalons, mais sportivement, en tout cas, on les a expliqués, ils ont compris. Je pense que l'entraînement, en tout cas, a été intense et ils pourront défendre valablement les couleurs nationales.
Alors, merci à vous, Jérémy Nion. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de la CAN Maracana qui va se dérouler dans la capitale burkinabé du 17 au 19, c'est bien ça? C'est ça, Voilà. 17 au 17-18. 17-18. Et les équipes regagnent leur pays le 19. Voilà, donc merci à vous. Vous restez avec nous pour la suite de ce magazine. Le gymnase de l'ISSDH n'a pas du tout chômé ce week-end. Les judokas aussi y étaient pour les compétitions des championnats nationaux 2015-2016. Les spectateurs ont pu apprécier plusieurs combats que Moussa Ouedraogo et Jean-Victor Ouedraogo vous résument dans ce reportage. Voici les meilleurs judokas du Burkina, saison 2015-2016. Les judokas ont présenté aux invités des combats très enlevés avec en toile de fond de Hippon. D'abord, Nestor Palm qui maîtrise Cheikh Dera en 13 secondes de combat dans la catégorie de plus de 81 kg, tous des clubs de Ouagadougou. Ensuite, Khalifa Drabo qui a tenu en respect Issa Ouattara, tous de Bobo Dioulasso, aussi en 13 secondes, mais cette fois-ci dans la catégorie de moins de 60 kg. De quoi impressionner l'ambassadeur du Japon, Futaishi Masato. Très excellente. Tout d'abord, je voudrais tout d'abord vraiment féliciter tous les judokas qui sont présents aujourd'hui. Alors, j'ai bien constaté très haut niveau de technique et puis ils sont bien disciplinés. Donc, vraiment, je voudrais féliciter tous les judokas qui sont présents aujourd'hui. Et puis, comme vous le savez, 2020, il y aura Jeux olympiques à Tokyo. Donc, je souhaite que tous les judokas vont faire leur entraînement à l'auteur, pour arriver à l'auteur de l'attente de la population burkinabé. La catégorie junior-senior filles n'était pas en reste. Les moins de 48 kg ont impressionné et brillé par leur savoir-faire au grand bonheur du public. C'est surtout l'envie d'avoir cette médaille pour mon coach, parce qu'il a tout donné pour que je gagne cette médaille. On a vraiment bossé ensemble. Je voulais juste l'avoir pour lui. Séduit par la qualité des combats, les premiers responsables du judo burkinabé ont l'espoir que nos combattants pourront représenter valablement le Burkina aux Jeux olympiques de 2020 au Japon. Très satisfaisant. C'est vrai que on a réussi cette année, comme vous le constatez, à faire venir pratiquement tous les clubs des régions, des 13 régions. Voilà. Et ils n'ont pas été aussi, du point de vue technique, là, des prestations, ils n'ont pas été dessus. Donc nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie et nous espérons vraiment avoir plus de qualifiés pour les JO 2020. C'est au total 54 judokas qui ont reçu des médailles d'or, d'argent et bronze et bien entendu des appuis financiers. Le Burkina fait partie des 16 nations attendues à la CAN 2017 au Gabon. Eh bien, les étalons peuvent supputer sur leurs probables adversaires. En attendant le tirage du 19 octobre, les différents chapeaux sont connus. Le Burkina est logé dans le pot 1 en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Ghana. Pot 2, Mali, Tunisie, RD Congo et Algérie. Pot 3, Sénégal, Cameroun, Togo et Maroc. Pot 4, Égypte, Ouganda, Zimbabwe et Guinée-Bissau. Jérémy Nion, alors, qu'est-ce que ces pots vous inspirent comme commentaire? Le commentaire est que c'est l'évolution du football burkinabé qui est ainsi mise en relief. Parce que quand vous êtes dans le pot 1, ça signifie quoi? Ça signifie que vous faites partie des nations plus en vue. Alors, donc, forcément, ça vous donne aussi la possibilité, en tout cas, d'éviter un certain nombre de gros calibres. Mais enfin, quand on se rend compte que dans le pot 3, vous trouvez le Sénégal, vous trouvez le Cameroun, du coup, on se demande si, et même dans le pot 4, l'Égypte. Et même dans le pot 4, l'Égypte, vous se demandez si c'était une bonne chose de se retrouver dans le pot 1. Mais enfin, quand on part à une CAN comme celle-là, où il y a les meilleurs qui sont regroupés, alors on ne doit plus faire trop de supputation par rapport au client qui est en face ou au probable adversaire. C'est en cela que nous estimons que, bon, déjà nous mettre dans un pot, dans le premier pot,
est un honneur qu'on fait au football burkinabé, mais surtout estimer que déjà éviter la Côte d'Ivoire, éviter le Ghana et peut-être le pays hôte, c'est pas rien. Ça permet évidemment d'avoir un certain nombre de chances, en tout cas, et de pouvoir espérer franchir la phase des poules. Alors, quel pourrait être le meilleur tirage qu'on puisse avoir, Jérémy, au regard des pots? Au regard des pots, vous savez, le football, il avance. Parce qu'il faut, on prend un par pays. Alors, donc, si vous avez dans le pot 1, vous avez d'abord le Burkina qui est logé dans le pot 1. Donc, dans le pot 2, vous avez le Mali, la Tunisie, la RD Congo et l'Algérie. Vous préférez? Qu'est-ce qu'il faut prendre? La Tunisie, à la limite, parce que le football tunisien est tout au plus la RD Congo, mais enfin, je préfère entre la RD Congo et la Tunisie, je préfère la Tunisie parce que vous savez que la Tunisie est aussi un football en pleine reconstruction et ces derniers jours, ils ont eu beaucoup de mal à s'affirmer sur la scène continentale. Ils ont eu de la peine dans les dernières phases éliminatoires, dans les dernières phases finales à s'imposer. Par contre, le RD Congo est beaucoup plus difficile à jouer parce qu'ils sont très athlétiques. L'Algérie, c'est carrément une équipe qui a la gueule, passez-moi l'expression, d'un mondialiste, et ils sont habitués à ce niveau. Le Mali, nous avons toujours des soucis, en tout cas à défaire une équipe malienne, si bien que je serais beaucoup plus pour la Tunisie. Dans le pot 3, vous avez le Sénégal, le Cameroun, le Togo, le Maroc. Évidemment, je préfère les voisins parce qu'entre nous, on peut se négocier. Je préfère le voisin togolais, tout au plus dans une moindre mesure le Maroc, mais surtout pas le Cameroun, encore moins le Sénégal. C'est vrai que le Cameroun aujourd'hui, disons-nous la vérité, ce n'est plus le même Cameroun. C'est un football en pleine mutation. Ils sont un lion en carton. Voilà, un lion en carton, disons-le comme ça. Ils ont perdu leur identité, mais ça reste toujours quand même les lions et au plan africain, ils peuvent souvent faire mal. Maintenant, au niveau du pot 4, vous avez l'Égypte, l'Ouganda, le Zimbabwe et la Guinée-Bissau. Évidemment, je prendrai l'Ouganda parce que quand même, pour l'avoir affronté en phase éliminatoire, ben, ça me paraît beaucoup plus aisé, ou tout au plus le Zimbabwe, qui me paraît un peu plus facile pour nous, mais c'est toujours le tirage au sort qui le détermina, et ça m'étonnerait que... Et la Guinée-Bissau? La Guinée-Bissau, attention, la Guinée-Bissau, ces derniers jours a marqué une évolution assez spectaculaire, si bien que c'est un football un peu proche du football portugais, et c'est un football imprévisible. Exactement comme le Portugal a fait au niveau de l'Euro. C'est un football imprévisible, si bien que moi j'ai peur de ce football. C'est comme notre football à nous aussi. Et quand vous prenez deux footballs imprévisibles, vous mettez ensemble, vous attendez à ce que les résultats soient très improbables. Si bien que je préfère les éviter, parce que quand vous rencontrez deux équipes qui jouent pratiquement le même style, ce n'est pas toujours évident. Alors, à l'inverse, quel pourrait être le tirage le plus compliqué? Le tirage le plus compliqué pour nous serait de tomber sur le Mali, de tomber sur le Sénégal et de tomber sur l'Égypte. Si nous nous trouvons avec le Mali, le Sénégal et l'Égypte, c'est beaucoup plus compliqué. On appellera ça, pas le groupe de la mort, mais le groupe du décès. Alors, le groupe du décès, on espère qu'on ne sera pas dans ce groupe-là. Alors, mais Jérémy Nion, on a arraché la qualification vraiment dans les ultimes secondes, on va dire. Il ne reste plus que 4 mois. L'espoir, c'est de franchir au moins la phase de poule. Comment on peut préparer les étalons? C'est une bonne question parce que actuellement, nous avions réellement des soucis majeurs parce que l'équipe est en pleine recomposition. Elle est en pleine recomposition et nous avions un souci sur le front offensif. Vous avez dû remarquer que l'entraîneur a eu une mauvaise intuition en mettant encore Pitre Pape comme étant le buteur maison. Ça a été une mauvaise décision à mon avis, parce que finalement, on n'a pas eu de solution. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Bansé, qui est l'un des attaquants confirmés, est sans compétition. Que peut-il faire pour lui donner de la compétition, pour le préparer à la CAN? Voilà la grosse question. Est-ce qu'il va trouver un club d'ici là et pouvoir l'intégrer de sorte à ce que, en tout cas, il soit prêt pour la CAN? Voilà la grosse interrogation. Banou, on pourra parler de Banou, qui a donné, en tout cas, le but de délivrance. Il faut, mais c'est encore des jeunes qui n'ont pas encore participé à une compétition aussi relevée que celui-là.
Et du coup, ça joue beaucoup parce que il faut leur donner la possibilité, évidemment, de se préparer, de s'aguerrir. C'est vrai qu'il y a les éliminatoires de Coupe du Monde. C'est peut-être en cela qu'il faut tester ces jeunes pour leur mettre en confiance et leur donner l'expérience de la compétition internationale. L'un dans l'autre, il faudrait de toutes les façons que nous trouvions le problème au niveau de l'offense, de l'attaque, pour pouvoir nous en sortir. Je sais que d'ici là, on va récupérer certains milieux de terrain. Il y aura un mieux-être à ce niveau, parce que quand vous avez des absences comme Sarré, vous avez des absences comme Charles, vous avez des absences comme Diakaria Kone, je me dis d'ici là, on a encore 4 mois pour les récupérer. Mais en tout état de cause, je pense qu'on a un gros problème au niveau des étalons. La plupart n'étant pas compétitifs dans leur club, il faut qu'il y ait au niveau du staff technique une bonne préparation physique. En cela, il faudrait qu'il y ait des spécialistes. Nous avons vu à l'époque avec Paul Put, il y a eu une équipe vraiment de spécialistes qui ont travaillé physiquement les étalons et qui les ont préparés à quelque part, qui ont fait que finalement à Nelspruit, ils étaient très aguerris, ils ont pu s'en sortir. Alors, donc maintenant, il faut peut-être à ce niveau aussi vraiment résoudre ce problème rapidement et renforcer le staff technique de sorte à ce que nous ayons un encadrement technique très complet, parce que souvent c'est coûteux, c'est vrai, mais si on veut avoir des résultats, autant mettre beaucoup d'argent et espérer des résultats que de mettre moyennement de l'argent et jeter cet argent pratiquement par la fenêtre. Alors, Nio, il y a une situation sociopolitique qui prévaut au Gabon. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter pour la CAN? Bien entendu, tous les sportifs suivent d'un œil averti, d'un œil en tout cas intéressé, l'évolution de la situation au Gabon, parce que vous savez que quand le pays n'est pas tranquille, il est difficile de jouer. Encore que les préparatifs, c'est maintenant. Ce genre de compétition se prépare sur beaucoup de mois. Et quand il y a des troubles dans un pays, évidemment, ça pose le problème de la continuité dans les préparatifs. Quand est-ce que ces stades seront prêts? Quand est-ce que les pelouses seront rénovées? Parce qu'on connaît un peu l'état des pelouses en Afrique. C'est vrai que le Gabon a déjà coabrité la CAN avec la Guinée équatoriale. Donc, ils sont en avance sur ce côté. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Est-ce qu'ils trouveront le temps nécessaire pour organiser? Voilà les inquiétudes. Et enfin, comment la situation va se dérouler d'ici demain, d'ici après-demain, en tout cas dans les jours à venir ou dans les mois à venir, pour permettre évidemment de préparer, d'accueillir sérénement toutes les nations dans ce pays. Évidemment, je pense que la CAF a un plan B. Et j'ai ouï dire que c'était le Maroc qui devait, si la situation s'empirait, je touche du bois, je ne voudrais pas qu'il y ait une telle situation dans un pays, mais en tout cas, si les choses ne s'amélioraient pas, le Maroc pourrait être la solution au pied levé qui allait prendre la place du Gabon. Alors, merci à vous, Jérémy Nio, et je voudrais vous féliciter également pour votre œuvre exemple de vie. Merci beaucoup. J'espère que ça va donner en tout cas des leçons à beaucoup et que beaucoup s'en inspireront, parce que l'essentiel, c'est vraiment de pouvoir... nous vous avons ici à parler un peu à nos téléspectateurs. Évidemment, c'était juste pour montrer comment il est intéressant de ne pas se fier, en tout cas à la situation à laquelle on est. Il est intéressant de suivre des valeurs, parce que les Burkinabés ont des valeurs. Il y a des gens qui ont été performants dans leur domaine, et c'est l'occasion vraiment de pouvoir, à travers les sportifs, parce que nous avons ciblé ce public, parce que ça fait quand même des vedettes. Ces Burkinabés ont marqué l'histoire, ont marqué leur vie. Ils ont eu un modèle de vie qui mérite d'être donné à voir. Nous avons pris l'exemple de Charles Kaboré, qui a souffert dans son enfance, qui était pratiquement abandonné, et qui à force de croire en lui-même et par le sport, il s'est retrouvé à un niveau où il a pu se réaliser. Aujourd'hui, il compte beaucoup pour, en tout cas, ce qui concerne la société burkinabé. Ce n'est pas lui seulement. Bientôt, il y aura un autre numéro, évidemment, qui va parler de Alain Traoré. Le combat de sa mère pour les enfants, elle s'est battue pratiquement toute seule contre tous, et elle a pu faire de ses enfants ce qu'ils sont. Aujourd'hui, si les Traoré, Alain et son frère, et même David, qui fait des études, ont pu se réaliser, c'est parce que leur maman a cru. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui se lèvent, des mamans qui se lèvent à 5 h du matin, qui vont à Koubri, qui pédalent leur vélo avec des légumes qui viennent vendre pour donner à manger, donner la chance à leurs enfants. Et certains ont pu, à travers justement ce sacrifice, ce don de soi, donner à leurs enfants de pouvoir devenir des hommes aujourd'hui. Nous avons en tout cas le devoir de rendre hommage à nos mères qui nous ont fait de nous ce que nous sommes, d'autant plus que certaines l'ont fait pratiquement toutes seules. Alors, donc voilà un peu le prochain numéro. J'espère bien que la ministre de la Promotion de la Femme
est à l'écoute. Je l'espère également. Merci à vous, Jérémy Nion. 1-0, c'est le score qui a permis à Junior FC de s'adjuger le trophée de la deuxième édition de la Coupe Maracana de l'Association des jeunes en mouvement de Kouritenga, placée sous le thème Jeunesse, Sport et Civisme. Junior FC marque ainsi sa suprématie sur le trophée en remportant la Coupe pour la deuxième fois en 2 éditions. Les 2 équipes ont entamé cette finale tambour battant. Elles se créent des occasions de but, mais ne parviennent pas à scorer. L'engagement et la détermination sont vifs de part et d'autre. Junior FC ne lâche rien et compte se succéder à lui-même. Tonnerre FC ne l'entend pas de cette oreille. 0-0 à la pause. C'est à la reprise que les choses vont évoluer. À la 54e minute sur cette action, Junior FC trouve le fond des filets. Puis, plus rien jusqu'au coup de sifflet final. Pour le représentant du parrain et patron de la cérémonie, c'est la jeunesse du Kouritenga qui a gagné. Vous voyez, malgré la pluie, les gens sont sortis massivement. Ça montre l'engouement qui est autour de cet événement. Nous remercions le promoteur pour son initiative. Merci pour sa persévérance, car c'est l'union qui fait la force. Pour le promoteur, c'est le sentiment d'un pari tenu, car l'objectif n'est autre que l'union et la cohésion des fils et filles de la province. C'est jeunesse, sport et civisme. Voilà, actuellement, on en a besoin. Donc, rassembler les jeunes pour qu'on partage ces valeurs-là, valeurs du civisme, et aussi profiter de rassembler les fils et filles de Koupela, du Kouritenga, à la hauteur du sport. Si vous avez vu, alors tout le monde est là. C'est vraiment demander d'abord aux jeunes d'être prompts quand c'est une bonne initiative, alors qu'ils acceptent adhérer. Et ensuite, un appel à toutes les autorités pour qu'on puisse ensemble encadrer la jeunesse. Les 4 premières équipes ont été primées. Junior FC, vainqueur, s'adjuge tout naturellement le gros lot. Un ballon, des fournitures scolaires, une somme d'argent et le trophée. C'est dans l'espoir d'avoir pu renforcer les liens de fraternité à travers ce Maracana que les organisateurs tournent déjà le regard vers la 3e édition en 2017. Page triste, nous vous l'annoncions hier, Ben Idrissa Dermé, sociétaire de CA Bassia en France, est décédé à quelques minutes de la fin d'un match de préliminaire de Coupe de France qu'il disputait avec son équipe. L'ex-international burkinabé de 34 ans a été frappé par un arrêt cardiaque. Les médecins légistes procèdent à l'autopsie du corps pour en savoir davantage sur les causes exactes de la mort subite du joueur. Ben Idrissa Dermé, ancien joueur de l'EFO et de l'USO, laisse derrière lui une fillette et une épouse inconsolable. Que nos prières de ce jour béni de Tabaski l'accompagnent. Merci de nous avoir suivis. Jacques Lamissa Tapara vous retrouve dans 30 minutes pour la dernière édition du journal. L'information en continu, c'est sur www.rtv.bf.